Bien, merci de reprendre place. Et nous allons donc reprendre le cours de cette journée pour, on va dire, le dernier quart de présentation et d'évocation avant de retrouver l'homme de la journée, Pierre Tambourin. Alors, on a commencé à évoquer des aspects éthiques un tout petit peu, en conclusion, en évoquant les extraordinaires progrès de la thérapie génique et notamment de ce que le CRISPR-Cas9 pouvait provoquer comme questionnement, en particulier dans l'embryon humain, tel que des chercheurs ont déjà évoqué la possibilité de le faire, ou l'ont même tenté, avec Fulvio Malviglio. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller plus loin, grâce à Hervé Steinweiss, qui est un éminent éthicien, ça se dit, quelqu'un qui réfléchit depuis au moins une vingtaine d'années aux questions éthiques dans la biologie, la recherche. Il est notamment président du comité d'éthique de l'INSERM et il s'intéresse forcément, depuis toutes ces années, aux enjeux de la biologie. Et Dieu sait que depuis qu'il s'y intéresse, il y a eu un très grand nombre d'événements. Ça a commencé par le clonage. On a un peu partagé cette histoire en commun il y a une vingtaine d'années. Et puis, ça s'est poursuivi avec le génome humain et tout ce dont on parle depuis ce matin. Hervé, je laisse la parole. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que je suis très, très honoré et très, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Si je commençais à raconter toutes les anecdotes qui me sont arrivées avec Pierre Tambourin au long de plus de 20 années de connivence, on n'en finirait pas. Je voudrais rendre hommage non seulement aux scientifiques, non seulement à celui qui a été mon patron. Je mets tout de suite ma déclaration de lien d'intérêt parce que Pierre Tambourin a été, quand il était directeur des sciences de la vie du CNRS, mon patron, et il a osé défier, parce que tout à l'heure, Marc Péchanski racontait l'histoire d'envoyer les chercheurs en province. Claude Paoletti, pardon, m'avait déclassé pendant 2 années de mon poste de directeur de recherche en disant « Tu vas à Montpellier ou tu n'es pas directeur de recherche ». Et puis Pierre est arrivé, et il a dit « Bon, on va pas s'obstiner, il veut rester à Paris, on va le laisser à Paris ». Mais surtout, je voudrais insister sur une dimension qui n'a pas encore été évoquée, parce qu'on peut parler aussi de Génopôle et de la création de Génopôle et du courage qu'il a fallu, parce qu'il a fallu s'accrocher avec une petite équipe contre vents et marées pendant toute la période 99-2000, et on a partagé des grands moments à ce moment-là. Mais je voudrais aussi parler du citoyen engagé, parce que dans ce qu'a fait Pierre, il y a aussi toute cette dimension science-société, et en particulier depuis probablement une vingtaine d'années, le Café du Gène, les réunions sciences en société, et Nicole Chemali qui est là en est un des piliers. Je crois que cette idée aussi de l'engagement de la science dans la société, la responsabilité des scientifiques, le fait d'engager le dialogue est une des dimensions qui te caractérise, et c'est une des dimensions éthiques. Et je suis vraiment très, très, très heureux d'être parmi ceux qui viennent t'honorer aujourd'hui. Alors, la question de l'éthique de la recherche, finalement, Paul Ricoeur la résume très bien en disant que c'est une question de liberté. Comment ma liberté s'articule avec la liberté de l'autre par rapport à des règles, et comment, dans cette dimension fondamentale qu'est le savoir scientifique et l'évolution du savoir scientifique dans le domaine biomédical, l'affirmation par le chercheur et le scientifique de sa liberté, on en a vu de multiples exemples, par exemple la discussion avec Philippe Marlière il y a quelques instants, s'articule avec le fait que l'objectif de la recherche et de la science doit être de permettre non seulement l'exercice de la liberté de l'autre, mais l'élargissement de la liberté, ce que Paul Ricoeur résume en disant « à l'affirmation par soi de la liberté, la volonté que la liberté de l'autre soit ». Et c'est cette responsabilité, ce que Bruno Latour a appelé la fin de l'insouciance du progrès, cette responsabilité qui nous engage et qui a fait que nous avons eu besoin, et j'y reviendrai, de développer des comités d'éthique
Et je remercie André Sirota qui m'a fait confiance pour relancer le comité d'éthique de l'INSERM et Yves Lévy qui a renouvelé cette confiance. Et Paul Ricoeur, clairement, fait la différence entre ce qui ressort de l'éthique, qui est une discussion ouverte, où tout est possible, et ensuite, ensemble, on va discuter de la moins mauvaise solution, de ce qui relève de la déontologie. La déontologie, c'est le normatif, nous avons des règles, on a évoqué beaucoup la génétique, on a beaucoup évoqué Asilomar, il y a des règles de conduite dans les laboratoires, il y a des locaux qui sont classés A1, L1, P1, A2, L2, P2, il y a des règles à respecter, il y a des règles de bonnes pratiques à respecter. Ça, c'est la déontologie. Si on ne les respecte pas, on est exclu de son milieu professionnel. Il n'y a pas à y déroger. Et puis, il y a la réflexion éthique qui, dans certains cas, peut amener à l'élaboration de règles normatives, mais qui est d'abord une discussion ouverte. Alors, pourquoi avons-nous besoin de ça alors que nous sommes les gentils, nous sommes les bons, nous cherchons à développer le bien de l'humanité? Donc, pourquoi se poser des questions? Eh bien, en fait, depuis un siècle et demi, dès Claude Bernard, dès l'introduction à la médecine expérimentale, il est clair que la morale médicale, ce qu'il appelle la morale médicale, c'est de ne jamais faire à un être humain quelque chose qui pourrait lui nuire, même si c'était dans l'intérêt de la science, dit Claude Bernard dans l'introduction à la médecine expérimentale. Et pourquoi on a besoin de ce rappel à l'ordre et de cette réflexion commune? Eh bien parce que les plus grands scientifiques français, en particulier, se sont laissés aller à certains moments à ce que Charles Nicolle, par exemple, par rapport à Pasteur, a appelé l'égarement de l'homme de science par rapport à la conscience, quand Pasteur écrit à l'empereur Pedro II du Brésil pour lui demander des condamnés à mort pour tester sur eux des traitements anticolériques ou des traitements contre la rage, en promettant que si jamais ils réchappaient, on pourrait les gracier. Pedro II refusera en étant horrifié. Des gens formidables, prix Nobel, des gens comme Charles Richer, qui a toutes les caractéristiques de l'homme de bien, un Dreyfusard, un homme de gauche, un homme engagé pour la paix, un homme engagé pour le progrès, prix Nobel de médecine pour ses travaux sur l'anaphylaxie, et qui va être le créateur de la société d'eugénique. On ne peut pas dissocier la génétique de l'eugénisme, et qui va écrire des horreurs dans son livre en 1913, La sélection humaine, pour ne pas parler d'Alexis Carrel, qui non seulement écrira des horreurs, mais se commettra dans la collaboration, alors qu'il avait été un fabuleux chirurgien, inventeur de la chirurgie vasculaire. Donc, ce que ces grands scientifiques doivent nous rappeler, c'est que la discussion ouverte avec la société sur les applications dans la société de la science doivent être ouvertes. Et cela dans la complexité de nos sociétés. Il n'est pas question de limiter notre société à quelques scientifiques, aussi brillants soient-ils, à quelques industriels, aussi brillants soient-ils, à quelques responsables locaux. On est dans des sociétés complexes et nous devons réfléchir à ce qui permet aux personnes en général, mais aux patients en particulier, d'articuler les 4 piliers fondamentaux d'une réflexion éthique: l'autonomie. Comment une personne peut-elle être libre de choisir ou de ne pas choisir? On verra tout à l'heure pour les tests génétiques, de savoir ou de ne pas savoir. Est-il encore possible d'exercer aujourd'hui cette autonomie? La notion de bienfaisance, il faut que les choses aboutissent à un mieux pour la personne. Principe de minimisation de l'intervention sur le corps humain ou de non-patrimonialité du corps humain. Non-malfaisance, il faut bien sûr ne pas faire de mal et évaluer tout ce qui peut blesser ou faire quelque chose de mal à la personne. Et puis la notion de justice, il faut que ces progrès servent à tous et qu'ils ne soient pas l'objet d'une nouvelle discrimination. C'est quelque chose qui est essentiel. Et dans cela, nous sommes l'un de ces acteurs. Nous sommes, quand je parle ici des professionnels de santé ou des professionnels de recherche, mais nous le sommes aussi quand nous siégeons dans des instances de régulation. On a cité des agences ce matin comme la NSM, la HAS. Je salue Agnès Buzyn dans ses responsabilités. Voilà, on a une complexité et il faut arriver à articuler tout ça pour
augmenter l'espace de liberté. Et l'espace de liberté pour nous, c'est que la maladie, c'est une contrainte parce que les personnes en sont handicapées et qu'elles peuvent en mourir, c'est une contrainte parce que c'est une contrainte de coût, et de l'autre côté, ouvrir l'espace de liberté pour des traitements qui soient abordables, partagés et disponibles. À partir de là, le rôle du comité d'éthique de l'INSERM, c'est d'animer la réflexion. Nous ne sommes pas là pour dire ce qu'il faut penser, nous sommes là pour apporter des briques, des matériels, pour aider les chercheurs de l'Institut pour les questions éthiques qui sont soulevées par les recherches qui se déroulent au sein de l'Institut. Nous ne nous intéressons pas aux questions de la fin de vie, qui est une question sociétale, bonne pour le CCNE. Nous ne nous intéressons pas à la question de l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de même sexe. C'est une question sociétale à discuter au niveau du CCNE. Nous nous intéressons aux questions qui se posent dans les laboratoires de l'INSERM, aux chercheurs de l'INSERM, et nous venons en appui pour aider à développer cette réflexion. Et du coup, nous avons une fonction essentielle d'anticipation parce que, comme vous l'avez vu, les recherches sont souvent très en amont, 5 ans, 10 ans, 20 ans parfois pour la thérapie génique, par exemple, avant qu'une application soit possible. Mais vous savez, en physique, le boson de Higgs a été décrit 60 ans avant qu'une première démonstration puisse être faite. Il y a des exigences en biologie, on le comprend bien, parce que justement, il y a des patients à traiter. On a des exigences, il faudrait que quand on fait une découverte, quelques mois ou quelques années après, le traitement soit déjà disponible. Non, il faut laisser du temps à la connaissance de se développer, à la recherche de s'étendre, à l'évaluation des pratiques de se faire. Vous trouverez sur notre site différents avis qui ont déjà été rendus au cours des 3 dernières années. J'ai surligné ici, c'est sur le site de l'INSERM, vous avez le lien ici, mais si vous tapez éthique INSERM, vous les trouverez. J'ai surligné ici 4 au moins des avis qui ont directement à voir avec les activités de Génopôle, parce que ça touche de près ou de loin les activités en génétique, que ce soit l'application directe, par exemple les découvertes non sollicitées au cours des analyses du génome. Yves Lévy a commencé à en parler ce matin avec le pilier éthique du plan médecine génomique 2025, où on vient d'en parler il y a quelques instants, la question CRISPR-Cas9, et ici encore, dès le mois de juin 2015, Yves Lévy saisissait le comité d'éthique de l'INSERM pour analyser les impacts de cette nouvelle technologie, et une première note a été mise en ligne sur notre site en décembre 2015. Elle a été depuis implémentée, et je vous en parlerai un peu tout à l'heure. Alors, je voudrais insister, comme beaucoup d'autres, sur le fait que les questions éthiques soulevées par les avancées dans le domaine de la génétique sont particulières parce qu'il y a une réelle révolution, et que cette révolution, elle ne vient pas que d'une seule technologie. C'est la convergence de plusieurs technologies, ça a été déjà évoqué ce matin. Je voudrais insister sur un des points les plus difficiles aujourd'hui, et qui est qu'avec les données massives, nous avons de plus en plus de gestion bioinformatique ou informatique à faire, et qu'elles sont de plus en plus difficiles. On a entendu ce matin Claire Mardis parler du séquençage à haut débit, et effectivement, il n'y a aucun souci aujourd'hui pour obtenir un RNA sec, et les chiffres avancés de 1 000 € sont moins que ça. On est plutôt en ce moment vers une direction, une tendance qui va aller vers plutôt les 400-500 € pour un RNA sec, donc le séquençage des ARN, des gènes qui sont exprimés. Mais l'informatique derrière ne suit pas. Si vous avez par exemple aujourd'hui un RNA sec, eh bien vous avez au moins 3 algorithmes qui vous permettent d'analyser les résultats, et ces 3 algorithmes donnent des résultats différents, ce qui n'est pas évident déjà pour les chercheurs, mais vous imaginez après pour les interprétations qui en sont faites. Donc, avec les données massives apparaissent aussi de nouvelles questions scientifiques, et en particulier sur la bioinformatique. Et dans cette diapositive, le coût respectif de la partie séquençage et de la partie bioinformatique vous est représenté. Et vous voyez qu'avec l'explosion des données et la difficulté de les traiter, cet aspect bioinformatique va devenir essentiel en dehors de l'analyse génétique.
Ce qui est essentiel aussi, c'est de savoir qu'est-ce qu'on est réellement capable de faire. Il y a de grandes promesses économiques, thérapeutiques. Est-ce qu'on est réellement capable d'honorer ces promesses quand on ouvre la question vis-à-vis de la société? La réelle valeur prédictive ou la réelle valeur thérapeutique est quelque chose d'essentiel. Et il est toujours important, puisque Fabrice Papillon rappelait tout à l'heure quelques débats et que Axel Kahn a fait partie des personnes qui ont beaucoup compté, qui comptent encore beaucoup pour moi. Je rappelle cette phrase qui peut lui être attribuée: un gène code pour une protéine et jamais pour un destin. C'est quelque chose qui est essentiel à rappeler dans nos sociétés, même pour certaines maladies rares à pénétrance complète. Alors à partir de là, on peut reprendre ce que je vous ai dit des piliers de la bioéthique au regard de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, par exemple dans les tests génétiques. Quel est le type de consentement éclairé? Le consentement éclairé, c'est vraiment un des piliers de Nuremberg jusqu'à la dernière révision de la charte d'Helsinki. C'est vraiment un des piliers des choses. Est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de consentement éclairé avec les tests qu'on peut trouver sur Internet et dans lesquels ces compagnies américaines ou belges, dans d'autres cas, vous font signer un consentement en vous disant: vous êtes informé que les résultats du test vous seront communiqués? Quel est le consentement éclairé quand on fait des analyses complètes du génome, ou en tout cas extensives, et qu'on trouve des découvertes, on découvre des choses qui n'avaient pas été sollicitées? Les centres anti-cancer aujourd'hui pratiquent des milliers d'analyses du génome parce que c'est moins coûteux et c'est plus rapide. Nous avons été saisis par l'Institut Gustave Roussy sur des questions aussi simples que, puisqu'on a tout le génome, est-ce qu'on le regarde? Est-ce qu'on ne le regarde pas? Est-ce qu'on regarde que les gènes responsables du cancer ou est-ce qu'on regarde tout? Et si l'on regarde tout, qu'est-ce que l'on dit? Et si l'on regarde tout, qu'est-ce que l'on garde? On y reviendra dans une diapositive. Et puis, la fameuse médecine de précision, elle s'intègre à la médecine des 4 P, et on verra ce qu'il en vient du consentement à une responsabilité accrue du patient qui est à la fois formidable pour lui permettre de vivre sa maladie, mais qui peut être difficile par rapport à une surresponsabilisation. Pierre Corvol en a parlé un peu ce matin, j'y reviendrai dans 2 ou 3 diapositives. Alors la question du respect de l'autonomie et de la vie privée, c'est quelque chose d'essentiel. Quand vous êtes malade, quand vous êtes suspect d'une maladie grave, quelle est la possibilité qu'il vous reste par rapport à la réalité de consentir de façon éclairée à vous prêter à des tests ou parfois à des essais cliniques qui sont la seule solution que vous ayez de prolonger ou de guérir une maladie d'une particulière gravité? On parle toujours de l'individu, mais aujourd'hui, on est dans une société. Cet individu, il est entouré par une famille, il est entouré par un milieu de travail. Quand on va avoir des biomarqueurs qui sont éventuellement prédictifs plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années avant l'apparition de la maladie, d'une maladie d'une particulière gravité, mais évoquons une maladie neurodégénérative. Qu'en est-il de ce qu'on va pouvoir faire avec des biomarqueurs aujourd'hui ou demain? Et ça ne se limite pas à la question de la génétique. Nous savons que même certains présidents de la République peuvent développer des pathologies neurodégénératives. Je ne parle pas que de présidents français, je parle aussi de présidents américains qui peuvent développer des pathologies neurodégénératives s'apparentant à la maladie d'Alzheimer. Qu'en serait-il aujourd'hui où nous savons que 10, 15, voire 20 ans avant, il y a des marqueurs, en particulier du liquide céphalorachidien ou des marqueurs en imagerie, qui peuvent indiquer la présence d'un processus biologique évolutif sans que les symptômes cliniques soient apparents. Comment regarde-t-on la personne à partir de ce moment? Alors je vais prendre juste les tests génétiques pour être très clair et très pratique et vous montrer comment la question du consentement, elle est biaisée quand on demande aux gens « voulez-vous consentir à savoir ?» En fait, la question fondamentale n'est pas de savoir, la question fondamentale c'est savoir quoi, savoir quand, savoir comment. Sur des questions comme les tests génétiques, la question c'est la nature de l'information. Est-ce que c'est une information qui touche à votre santé et qui peut être prédictive d'une pathologie
et on va y revenir, que vous pourriez éviter? Ou est-ce que c'est une aptitude physique ou d'autres caractéristiques, le fait un jour de devenir chauve ou pas? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est sûr? Si on vous le dit, vous allez l'avoir, malheureusement la maladie de Huntington. Ou est-ce que c'est quelque chose avec une probabilité? Et si c'est une probabilité, quelle est cette probabilité? Quelle est l'éducation de notre population à la notion de facteur de risque? Les gens sont très pauvres, très mal à l'aise avec la notion de facteur de risque. Si on vous dit que vous avez un risque 100 fois plus grand, vous êtes effrayé par rapport à la maladie où votre risque est multiplié par 100. Mais si cette maladie survient une fois sur 1 million, même un risque multiplié par 100 fait que vous avez à peu près toute chance de ne jamais avoir la maladie. La question fondamentale de quand la maladie se développe, est-ce qu'elle se développe dans 1 mois? Est-ce qu'elle se développe dans 10 ans? Est-ce qu'elle se développe dans 50 ans? La question de puis-je faire quelque chose? On a parlé ce matin des gènes, on dit en anglais actionable, qui sont sur lesquels, vis-à-vis desquels on peut faire quelque chose, et puis d'autres pour lesquels il y a la constatation, si on diagnostique aujourd'hui une mutation dans la précillinine 1 ou 2 ou dans l'amyloïde, qui sont des maladies familiales de type Alzheimer, aujourd'hui, la possibilité d'action est nulle. Et enfin, la question fondamentale de comment est-ce que cette diversité biologique, comment ces variants s'incarnent dans votre représentation de vous-même ou la représentation par rapport à votre famille, que vous engagez également à travers ce test génétique si c'est une maladie transmissible. Enfin, une maladie génétique, elle est forcément transmissible. Et évidemment par rapport à la société elle-même. Vous voyez que le consentement dit éclairé devient d'une complexité qui nécessite forcément un encadrement, une préparation avant un test, et on sait à quel point dans nos hôpitaux, les services qui font du diagnostic génétique préparent les patients des semaines, voire des mois avant que ce test puisse être fait, et un accompagnement avec tout un environnement de conseil génétique absolument nécessaire. Une autre illustration des révolutions formidables de la génétique et qui sera développée dans le plan médecine génomique 2025, c'est le fait que maintenant que nous avons accès à l'ensemble du génome, nous en faisons quoi? Alors il y a des régions entières du génome dont la variation est quelque chose de très ambigu. On sait par exemple sur le gène P53 qu'il y a une région qui se lie à l'ADN et dont la mutation est directement liée au développement de cellules tumorales. Qu'en est-il pour des variations dans d'autres régions de la protéine P53? Il y aura tout un travail d'analyse, d'annotation. Ça va être un des rôles du CAD, d'arriver à collecter les données et d'éventuellement arriver à faire des analyses comparatives avec la vitesse de progression de la maladie, la réponse à certains traitements qui peuvent être dépendants de ces variants dont nous ne savons simplement pas aujourd'hui ce qu'ils représentent. La notion de découverte fortuite, alors j'aime toujours raconter l'histoire de Leroy Hood, un des inventeurs avec Maxam et Gilbert du séquençage à haut débit, un des promoteurs de la génomique, qui avait cherché il y a quelques années à découvrir le secret des super-centenaires dans les analyses du génome. Il avait comparé donc des personnes environ de 110 ans à des personnes environ de 100 ans. Sur les 17 personnes de 109-110 ans qu'il avait trouvées, il y avait une de ces personnes qui avait un gène de QT long. Ce gène, s'il est trouvé aujourd'hui sur chacun d'entre vous, c'est une urgence. Il faut qu'on vous mette un pacemaker parce que vous risquez un trouble du rythme tout à fait mortel. Cette brave femme avait réussi à aller jusqu'à 109 ans avec son QT long. Elle avait probablement des gènes modificateurs où elle avait eu beaucoup de chance et il n'a trouvé aucun gène de super centenaire. Donc, les découvertes fortuites, qu'est-ce qu'elles signifient? Et encore une fois, des attitudes très différentes d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, l'association American College of Geneticists veut qu'on dise toute la vérité. On doit la vérité aux patients. Donc, quoi qu'on trouve sur les 56 gènes dont ils ont fait la liste, il faut le dire aux patients. Le comité d'éthique du président Obama, quand il se réunissait, ou l'attitude de la Société européenne de génétique ou notre avis, c'est plutôt qu'on doit anticiper, on doit demander à la personne, avant de faire le test,
nous risquons de découvrir des choses qui sont non sollicitées et dont peut-être nous ne saurons même pas ce qu'elles signifient. Si on découvre ça, que souhaitez-vous? Que souhaitez-vous? Vous souhaitez savoir? Vous souhaitez ne pas savoir? Vous souhaitez savoir quoi? Est-ce que vous souhaitez savoir uniquement si c'est actionnable, s'il y a quelque chose à faire ou pas? Et comment souhaitez-vous savoir? Est-ce que vous voulez être informé, vous? Ou est-ce que vous voulez que ce soit votre médecin qui soit informé? Ou est-ce que vous voulez que ce soit une personne de confiance? Voilà. Il y a tout un processus qui doit entourer tous ces tests génétiques. Et ce processus, on en a fait une note, mais maintenant, elle a été reprise par Anne Cambon-Thomsen et elle sera développée, je pense, à travers le plan médecine génomique. Il est essentiel parce que c'est un outil, la génomique, qui va être de plus en plus important pour guider nos pratiques et guider la personne dans ce qu'elle est capable de faire de ses connaissances. Et il est essentiel, dans ce contexte, qu'on soit capable de prendre les mesures qui accompagnent cela. Alors évidemment, ça pose aussi des problèmes pratiques au laboratoire. Le premier défi, il est le défi de l'anonymisation. Et la rupture, elle a été faite par cet article dans Science au début de 2013, dans lequel un chercheur en bioinformatique a simplement pris dans les données publiées du NIH et simplement en moulinant des algorithmes, alors que les données étaient anonymisées, il a été capable de mettre le nom, le prénom, la date de naissance sur une cinquantaine de patients des études qu'il a utilisées. Aujourd'hui, la question, Yves Léville l'a évoqué ce matin, la question de l'interconnectivité des bases est essentielle, même si elles sont super protégées. La question de la capacité d'anonymiser, mais éventuellement de revenir aux patients pour le bien des données agrégées, pour comprendre comment tel ou tel mode de vie, telle ou telle période, telle ou telle région éventuellement est associée à telle ou telle évolution de la maladie. Donc la capacité de faire des allers-retours est essentielle. Donc aujourd'hui, c'est plus l'utilisation de la donnée qu'il faut protéger plus que la donnée elle-même. La donnée, elle est un matériau brut. Bien sûr, elle appartient, mais si on veut réellement atteindre l'objectif, c'est-à-dire la protection de la vie privée des personnes, la protection de leur autonomie, c'est l'encadrement de l'utilisation de la donnée qui est essentiel, plus que l'accent sur la donnée elle-même. Et là-dessus, il faut saluer l'action des organismes de recherche auprès de la Commission européenne sur la récente directive sur les données qui aurait pu verrouiller complètement tout le système de recherche, et ça aurait été vraiment dramatique, et où la Commission et le Parlement européen ont bien compris qu'il fallait dissocier l'usage, le bon usage de la donnée du mésusage de la donnée. Et il va falloir travailler parce qu'on a là aussi, à l'échelle internationale, beaucoup de choses à faire sur ce mésusage de la donnée. Et puis, les questions sont aussi posées au niveau des biobanques sur toutes ces données massives dont je vous ai parlé, et en particulier leur obsolescence, qui est de plus en plus rapide. Aujourd'hui, on est à peine capable de lire encore les puces Affymetrix d'il y a une dizaine d'années. Qu'en sera-t-il des données des RNA-seq qu'on génère aujourd'hui? Faut-il vraiment conserver ces données? Parce qu'il y a un coût de plus en plus important de la conservation de la donnée. Et est-ce qu'il faut tout conserver ou est-ce qu'il faut filtrer et être capable de revenir à l'échantillon? Et là, c'est la question des biobanques qui, elles, sont capables de garder des échantillons sur lesquels les technologies qu'on pourra mettre en œuvre dans 10 ans pourront être plus adaptées. Est-ce que le séquençage complet qu'on fait aujourd'hui d'une tumeur restera le gold standard, restera la référence dans 3 à 5 ans, quand l'hétérogénéité tumorale sera prise en considération et qu'on voudra descendre au niveau de la cellule ou de certaines des cellules de la tumeur pour en analyser la variabilité interne? À ce moment-là, ça repose à chaque fois la question de quelles données nous générons et quelles données nous gardons. Vous voyez qu'il y a des questions qui sont à la fois techniques mais aussi éthiques qui sont associées et qui nous posent au niveau des organismes de recherche au sens large, des questions qui sont importantes. Alors, un domaine dans lequel ces données de la génétique ont une influence directe également, c'est le domaine évidemment de la procréation médicalement assistée.
Aujourd'hui, il y a des possibilités, bien évidemment, d'avancer sur les questions d'analyse précoce des embryons in vitro. Et il y a une question qui est soulevée, parce que vous savez que la technique de procréation médicalement assistée reste une technique peu efficace. Aujourd'hui, 2/3 des couples environ qui rentrent dans un parcours de procréation médicalement assistée sortent de ce parcours sans enfants. Et l'objectif, c'est quand même de faire naître des enfants en bonne santé. Il est possible qu'une partie des anomalies chromosomiques présentées par les embryons soit responsable de l'infertilité ou de l'échec de ces procréations. Et du coup, le screening d'aneuploïdie a été recommandé par différents auteurs. D'un autre côté, il y a une immense plasticité du vivant qui fait que nous observons, ou en tout cas les chercheurs compétents dans le domaine observent que certaines anomalies chromosomiques observées dans les phases précoces, J3, J5, peuvent être corrigées par la suite. Comme toujours, la connaissance soulève des questions auxquelles l'ignorance ne peut répondre. C'est avec plus de recherche, plus d'évaluation. Et donc, Marc a rappelé ce matin que la loi aujourd'hui autorisait la recherche sur l'embryon, malheureusement de façon encore très contrainte, avec des crédits très limités et avec des associations très puissantes qui cherchent par tous les moyens, surtout juridiques, d'entraver cette recherche qui pourtant devrait être pour le bien de la naissance d'enfants en bonne santé. La technique de génomique, elle existe également, elle impacte également d'autres techniques. On a parlé ce matin, je crois que c'est Claire Mardis qui a parlé des biopsies liquides. Eh bien, il y a la possibilité de connaître le génome de l'enfant très précocement, à partir d'une prise de sang. Très précocement, ça veut dire 7e semaine de vie. Et de façon assez paradoxale, et on aura à en rediscuter probablement avec la révision des lois de bioéthique l'année prochaine, le comité consultatif national étant en charge de créer des états généraux de la bioéthique pour en parler. Aujourd'hui, l'embryon in vitro est surprotégé par rapport à un fœtus qui, lui, reste du domaine du choix, et c'est bien comme ça, du choix de la femme. La question, du coup, c'est que ce DPNI, ce diagnostic non invasif du génome de l'enfant, s'il est mal interprété, s'il est mal compris, s'il est intégré dans un risque zéro, peut amener à des interruptions plus ou moins volontaires de grossesse pour des raisons mal comprises. Est-ce qu'une syndactylie, une anomalie très fréquente, le fait d'avoir un 6e doigt, est-ce qu'une petite anomalie génétique par-ci, par-là, doit rendre intolérable la question de ne pas avoir un enfant parfait et conduire à des choses? Vous voyez que nos connaissances ont des impacts sur la vie des gens, sur les projets des gens, sur le développement de l'avenir, qui peuvent être quelque chose d'extrêmement important. On a parlé ce matin également, ou tout à l'heure, des questions liées au développement économique associé à cela. Depuis, alors Fabrice Papillon parlait de mon implication. Au fond, mon implication, elle est assez liée à cela, avec Hubert Curien déjà au début des années 90. La question de la brevetabilité des gènes, la question de la brevetabilité du vivant a été un des domaines dans lesquels l'engagement a été nécessaire pour que certaines choses ne fassent pas l'objet d'une captation abusive. Nous avons besoin d'entreprises de biotechnologie, et avec Pierre, que je félicite encore, alors, il paraît que ce n'est pas 82 entreprises, mais plutôt 136 ou 138, avec toutes celles qui sont parties ou qui ont été tournées. Nous avons œuvré à créer des entreprises de biotechnologie. Nous avons besoin pour nos emplois, nous avons besoin pour créer des médicaments, nous avons besoin pour que ces médicaments soient à un coût abordable. Mais il ne faut pas qu'il y ait de captation abusive, et on voit la guerre des brevets sur CRISPR-Cas9, captation abusive qui pourrait conduire à priver les patients de ça. Et avec l'aide de Dominique Stoppa-Lyonnais, nous avions mené une action à l'Office européen des brevets pour opposer une prise de monopole par Myriad Génétique, par exemple, sur le dépistage des gènes de susceptibilité au cancer du sein, BRCA1, BRCA2. Voilà, toujours la balance entre la possibilité de développer, d'entreprendre, mais également respecter la liberté et l'accès aux soins
du plus grand nombre. La médecine des 4P, j'irai vite, en disant qu'elle est formidable par rapport à la possibilité qu'a le patient aujourd'hui d'être acteur de sa maladie. Et je pense que là encore, dans le domaine de la cancérologie, il y a eu vraiment des avancées. Dans le domaine des maladies rares, avec l'AFM, il y a eu des avancées qui ont été majeures. La question éthique qui est soulevée, c'est aussi de ne pas... de prendre en considération le fait d'aller trop loin. C'est-à-dire que si demain nous révélons l'ensemble des facteurs de risque d'une personne à cette personne, par exemple un risque surélevé de diabète, un risque surélevé d'hypercholestérolémie, un risque surélevé d'hypertension, et que cette personne continue à vouloir fréquenter des restaurants de restauration rapide où nous savons que les plats servis sont trop sucrés, trop gras, trop salés, comme ça, ils sont habillés pour l'hiver. Est-ce que cette personne reste membre de l'assurance maladie, du système de solidarité, ou est-ce que cette personne qui n'a pas respecté l'avertissement qui lui a été donné par rapport aux facteurs de risque découverts chez elle devient une personne qu'il faudrait, dans un premier temps, sanctionner? On entend certains candidats à la présidentielle vouloir sanctionner des chômeurs qui ne retrouveraient pas d'emploi. Est-ce que demain, on sanctionnera des personnes qui auraient développé une maladie parce qu'ils n'ont pas adopté le bon système de vie ou de soins? C'est des questions qui sont soulevées, ici encore, par nos connaissances, dans la balance entre solidarité et responsabilité individuelle. Et puis, la question du respect de l'autonomie, c'est aussi un défi. On a parlé beaucoup de ce long ruban de 3 milliards de paires de bases. On a peu parlé des modifications génétiques ou génomiques qui sont l'épigénèse. Et je salue Thierry Mandon qui vient d'arriver. Et cette notion d'épigénèse, l'une des merveilles, c'est qu'elle s'est développée, nos connaissances se sont développées au cours des 25 dernières années. Il y a 25 ans, le code histone, on n'en savait rien. On imaginait qu'il y avait des ARN de transfert et des ARN codants, mais les ARN, les micro-ARN, les long coding non-ARN, les PIWI, tout ça était ignoré. Donc, il y a toute une masse de nouvelles informations de la génétique qui sont non seulement la connaissance du génome, mais surtout la dynamique du génome, et j'y reviendrai en conclusion, qui sont aujourd'hui à explorer et qui sont aussi les nouveaux enjeux de la génétique et des nouvelles entreprises. Alors très rapidement sur CRISPR, parce que je vous renverrai la note, dans les techniques de modification ciblée du génome, il y a 3 grands domaines. Le domaine de l'humain, à l'instant, on a évoqué la thérapie génique. Pour la thérapie génique somatique, ça ne pose pas vraiment de problèmes qui n'ont pas déjà été envisagés par toutes les techniques de thérapie génique. Par contre, quand c'est transmissible, là, ça pose, en particulier pour l'homme, des questions de barrières qui sont simplement déjà juridiques. La Convention d'Oviedo, que la France a signée et ratifiée, interdit toute modification transmissible du génome. Et c'est bien ainsi. Mais l'avenir évolue, les techniques évoluent. Je reviendrai sur les difficultés dans un instant. Mais si demain, ça peut vouloir dire après-demain, nous étions capables de corriger par une technique de modification ciblée du génome la mutation responsable de la maladie de Huntington. Est-ce que ça serait vraiment un drame? On a éradiqué la variole. Est-ce que ça serait un drame humain? Est-ce que ça serait un manquement au respect de l'espèce humaine que d'éradiquer la maladie de Huntington? Probablement, la formulation de l'article 13 de la Convention d'Oviedo devra être réfléchie. Et le comité d'éthique travaille aujourd'hui à des propositions, puisque la directive d'Oviedo, la Convention d'Oviedo fêtera ses 20 ans au mois d'octobre prochain et qu'elle sera probablement révisée. Chez l'animal, il y a de multiples aspects. Depuis le bien-être animal, on peut aujourd'hui, et j'ai vu des exemples dans des déplacements récents que j'ai faits, on peut aujourd'hui modifier le génome animal. Par exemple, en faisant sauter avec CRISPR-Cas9 le gène de la myostatine qui contrôle la masse musculaire et obtenir alors des chiens musclés, bon, c'est pas très intéressant, mais surtout des moutons avec plus de viande ou des veaux ou des bovins avec plus de viande. Vous savez que dans un bovin, aujourd'hui, il y a la moitié de l'animal qui part en carcasse et qui doit être brûlé.
si on pouvait changer le ratio, mais qu'en est-il du bien-être animal? Qu'en est-il de la qualité de la viande? Qu'en est-il éventuellement d'une toxicité? C'est quelque chose qui est important. Et puis, je vais revenir sur la question du guidage de gènes ou du forçage génétique qui peut être une atteinte à la biodiversité. Sur la question des plantes, c'est aussi la question de l'atteinte à l'environnement, à la biodiversité. Alors, la question fondamentale, c'est, depuis la technique, on a parlé de ce couteau, de ce ciseau moléculaire qui peut avoir des difficultés techniques, et il faut des prérequis de garantie de l'efficacité et de la non-toxicité. À partir de là, il est important de voir dans quel contexte on est capable d'appliquer les choses. En particulier, par exemple, pour reprendre ce qui a été exposé juste avant moi, savez-vous que dans un zygote humain, c'est-à-dire la première cellule humaine, dans laquelle il faudrait corriger le gène d'une maladie génétique, par exemple, eh bien, dans le zygote humain, le système HR est silencieux. Donc, on n'a que le système de réparation NHEJ, donc, qui fait des erreurs. Donc, le zygote humain, dans l'état actuel de nos connaissances, n'est pas une cible possible pour une correction guidée du génome, puisqu'il n'y a pas de système HR. Pour la question du forçage de gènes, on a une vraie question éthique, parce que le paludisme aujourd'hui, c'est 438 000 morts des humains, des vrais humains, qui meurent vraiment chaque année. Et de l'autre côté, peut-être des technologies qui pourraient permettre d'apporter des réponses à cela. Mais la question fondamentale, c'est que tout ce qui a été fait aujourd'hui en laboratoire n'est pas forcément réel dans la vraie vie. Aujourd'hui, des expériences ont pu être faites dans des très bons laboratoires, en particulier à l'Imperial College, publiées dans Nature, formidable. Mais les chercheurs eux-mêmes, Austin Smith, son équipe, disent qu'avant 5 à 10 ans, des choses fondamentales comme la pérennité de la transmission de la mutation sur une vingtaine de générations, ce qui est nécessaire pour une diffusion dans la population, la pérennité dans un espace naturel, la réalité ou non du transfert latéral. Chez les moustiques aussi, il y a des virus qui peuvent transporter le gène et il y a des techniques de recombinaison qui peuvent se faire et faire varier des abeilles ou des papillons. Les papillons, c'est l'esthétique, mais les abeilles, c'est notre vie qui est en jeu. Si on n'a plus de pollinisation, on est tous morts. Et puis, élément fondamental, qui sommes-nous, nous, ici à Paris, dans notre confort, pour juger du paludisme? Il faut bien sûr impliquer les acteurs locaux, et les acteurs locaux, le comité d'éthique de l'INSERM avec le Wellcome Trust a organisé une série de réunions internationales. Et dans une réunion à Vienne, il y a quelques mois, les acteurs locaux, de l'Embarréné en particulier, nous disaient « Mais on ne vous a pas attendu. Depuis les initiatives du millénaire en 2000, on a diminué l'incidence du paludisme de 2/3. On avait 1 million de morts, on n'en a plus que 400 000. Et ça, c'est grâce aux moustiquaires, c'est grâce à l'éducation des populations, c'est grâce à l'assèchement des mares. Vous n'allez pas venir nous apprendre notre métier. Et surtout, vous n'allez pas nous priver de ce qu'on fait, de l'action qu'on mène, en particulier sur les vaccins, pour tout d'un coup vous ruer sur la dernière technique à la mode et nous priver de ressources et du coup générer probablement dans les années qui viennent d'autres types de morts, être capable d'équilibrer les choses et être capable de tenir compte de la pluralité aussi de la recherche. Pour terminer, je voudrais rappeler Michel Foucault qui, dans La naissance de la clinique, nous rappelait à quel point la médecine scientifique, au tournant du XIXe siècle, était devenue une médecine scientifique, mais dans un contexte particulier, celui d'une société qui elle-même considérait la science et le progrès comme quelque chose d'essentiel. Cette médecine scientifique, elle a évolué vers ce qu'on appelle, ce que Foucault a appelé le biopouvoir. Le biopouvoir, c'est cette tension entre l'objectif d'étendre l'espace de vie, et il a été rappelé ce matin par Pierre Corvol que nous gagnons un trimestre d'espérance de vie chaque année environ, mais également au prix d'une contrainte des corps de plus en plus nette. Ça a été l'hygiène, ça a été la vaccination, c'est les examens qui sont faits tout au long de la vie. Il n'y a pas d'élargissement de l'espace de liberté sans un certain nombre de droits de regard de la liberté sur cet élargissement. Et le courage, c'est de ne pas rester soi-même sur soi, focalisé sur
par exemple son propre génome, mais d'être capable d'ouvrir les yeux sur l'autre et d'être capable d'être dans cette interaction avec l'autre qui caractérise le fait de faire société. Et en cela, je citerai la fin de la note du comité d'éthique de l'INSERM. Ce qui caractérise le vivant, c'est bien sûr un certain nombre de briques, et la génétique, l'ADN en est une, mais c'est la plasticité. On n'a jamais vu un gène tout seul, on n'a jamais vu un gène hors de son environnement, on n'a jamais vu non plus d'environnement qui n'agissait pas sur le vivant. La définition même du vivant, c'est d'être ouvert sur son environnement. On a besoin de l'énergie, que ce soit du soleil ou des sucres, pour être vivant. Et ce qui caractérise le vivant, c'est la dynamique. Et je pense que ce qui caractérise l'œuvre de Pierre Tambourin, c'est qu'il a œuvré tout au long de sa vie à créer une dynamique entre la science et la discussion sur la science. Ce n'est pas parce qu'on en discute qu'il ne faut pas respecter le fait qu'il y a des avancées et des faits scientifiques. Mais ces avancées et ces faits scientifiques peuvent amener à des connaissances pour comment la société se regarde ou à des connaissances sur comment la société s'agit qu'ils doivent être discutés tous ensemble. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Erich Leweiss. Merci pour cette passionnante mise en perspective et qui nous ramène à des considérations plus philosophiques et éthiques et qui ramasse bien tout ce qui a pu être abordé tout au long de cette journée.